c'est que les droits des migrants sont consacrés par des instruments normatifs internationaux, africains, sous-régionaux africains et aussi au niveau des Nations Unies. Mais ils sont bafoués aujourd'hui du fait que l'exercice du droit à la mobilité, à la circulation est considéré comme un crime parce que pour principalement les pays de l'OCDE qui considèrent la question de la migration comme un crime. Et donc ça c'est un déni de droit. Deuxièmement, il y a un appareil conceptuel aujourd'hui qui est utilisé pour accompagner ce déni de l'exercice du droit à la liberté et à la protection des migrants. On considère que toutes les personnes qui se déplacent sont des migrants, et en particulier les jeunes sont des migrants potentiels. Et or, aujourd'hui, il y a une question fondamentale pour nous, c'est que nous disposons en Afrique de l'Ouest et au niveau africain d'instruments normatifs qui protègent les personnes. Par exemple, moi je suis sénégalais, j'ai la nationalité sénégalaise, j'ai la nationalité de la CEDEAO parce que je suis citoyen de la CEDEAO. Mais en même temps, quand je me déplace en Guinée, Conakry, quand je me déplace au Nigeria, je suis migrant. Et donc, j'ai droit à des protections qui existent dans les instruments clés de la CEDEAO. C'est la même chose au niveau africain et au niveau international. Et donc, tout le problème aujourd'hui, c'est que les droits des migrants sont considérés seulement quand la personne se déplace. Or, la migration, c'est le fait de partir, de rester et de revenir. Et donc, les droits des migrants couvrent l'espace de circulation, tous les espaces de circulation des migrants. Et donc, il y a une couverture et une protection tout au long de l'ensemble des trajets migratoires. Ce n'est pas seulement parce qu'on est dans un pays de destination qu'on a la protection, mais quand on revient chez soi, et j'attire l'attention des migrants de retour, que lorsqu'ils regardent la Convention de 1990 des Nations Unies, la protection s'adresse aux migrants durant tout le cycle migratoire et à leur famille. Donc il y a là, dans les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui, une possibilité d'adosser l'action et le travail en direction des migrants de retour sur la Convention de 90 et après il y a les autres conventions des Nations Unies et de l'Afrique de l'Ouest. Pour moi, on n'arrête pas la migration. Moi, il faut poser les problèmes, s'il y en a. Et les problèmes, il faut les poser en disant qu'il y a des gens qui nous empêchent de nous déplacer. Ce n'est pas nous qui partons de manière irrégulière. C'est que c'est des gens qui ont mis des dispositifs qui nous empêchent de partir légalement et régulièrement. En même temps, et ça c'est une question fondamentale, nous devons aussi interpeller l'Union africaine. Et ça, je l'ai fait en plusieurs occasions. Nous allons avoir la zone, nous avons déjà la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange en Afrique. Quand vous avez la ZLECAf, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire du commerce au niveau continental. Mais ça doit s'accompagner de la liberté de circuler des Africains dans l'espace continental. Et donc, ça doit être ce que disait Margot Fall, ce que disait Saliou Diouf. Il parlait des frontières. Mais on doit supprimer les frontières au sein du continent pour que la ZLECAf puisse être un outil au service des Africains. Et troisième et dernier point qui me semble être un point important, il y a plus de migrants africains en Afrique qu'en Europe. Les Africains sont aujourd'hui plus nombreux ici, ils sont 85% en Afrique. Donc si vous prenez les Sénégalais qui sont en Gambie, en Guinée, en Côte d'Ivoire, plus ceux qui sont au Nigeria, c'est supérieur à l'ensemble des migrants qui sont dans les pays européens. Donc, mais où est le problème? Monsieur, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique vraiment le fait que les jeunes veuillent coûte que coûte aller en Europe? Est-ce que le manque d'emploi? Est-ce que ces jeunes n'ont plus confiance en leur leader et tout? Qu'est-ce qui explique vraiment? Pour moi, tout à l'heure je disais, il y a un jeune qui me dit, moi je veux être mondialisé. Et quand j'ai essayé de pousser, le jeune il me dit, mais regardez, quand il y a les matchs de football, de Barcelone ou de Liverpool, tout le monde regarde. Quand Jeanne d'Arc joue, personne ne regarde. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un centre d'organisation, de déploiement, de diffusion et de structuration de la mondialisation. Et à partir de ce moment-là, il y a une citoyenneté qui va de pair avec ce modèle de mondialisation et les jeunes qui sont en particulier dans les zones frontalières se sentent exclus. Et quand vous demandez à des jeunes, ce n'est pas seulement l'emploi, c'est l'emploi décent, c'est la dignité,
c'est la possibilité que leur créativité s'exprime. Quand vous avez des jeunes qui sont des jeunes du milieu culturel, des jeunes sportifs, qui disent j'ai envie d'aller jouer au football, c'est-à-dire que l'offre de possibilités d'expression des jeunes au sein du marché national est étroit. Le marché national est étroit. Et donc, ça pousse les jeunes à vouloir travailler. Mais après, il y a autre chose. Il faut qu'on le dise. Il y a aussi les fausses informations. Mais de moins en moins, d'ailleurs, les fausses informations marchent. Il y a les trafiquants. Vous vous en rendez compte, quand il y a le Covid, les trafiquants qui vont dire aux jeunes, tous les Européens sont morts, allez, il y a du travail. Vous vous rendez compte? Tout à l'heure, je parlais du concept de pauvreté politique. Ce n'est pas la politique de parti, hein. C'est la compréhension des enjeux. C'est former les jeunes à comprendre le monde, les interactions, les dynamiques. Il va y avoir, cette année, la signature de l'accord Union africaine-Union européenne. Et cet accord va être un accord terrible pour nos pays. C'est que les Européens ont le droit de venir chez nous. Nous, on n'a pas le droit, c'est l'inégalité. Ce sont les inégalités sociales qui sont le moteur des mobilités mondiales. Ce n'est pas une envie de se suicider, c'est les inégalités sociales. C'est les inégalités qui sont au cœur de nos sociétés. Des inégalités d'accès à l'information, inégalités d'accès à la protection sociale, à la santé, aux formations que l'on veut, aux métiers que l'on veut. Ce sont des inégalités sociales. Mais si on travaille seulement sur l'effet de l'écosystème, mais l'écosystème il reste entier. Et l'écosystème est basé sur des inégalités sociales. Et si vous ne travaillez pas sur les inégalités sociales, c'est ça que je disais à Babacar Gueye. Je lui disais que quand je travaillais pour Caritas, l'une des phrases qui m'avait véritablement frappé par rapport à ça, c'est quand le pape s'écriait pour dire nous devons refuser la mondialisation de l'indifférence. Et donc nous, aujourd'hui, on ne doit pas criminaliser les jeunes qui vont en mer. Ils ne sont pas des suicidaires. Ils ne sont pas des... Il y a maintenant quelque chose qu'on ne dit pas. Il y a des trafiquants qui en vivent. Hein. On ne peut pas l'accepter. C'est inacceptable qu'il y ait des trafiquants qui prennent dans chaque période 20-30 millions. Et après, il y a des jeunes qui vont... Alors, il y a un problème. Et ce problème, on doit le régler. Il y a des personnes qui sont en situation de migration irrégulière, qui restent pendant 10 ans dans un pays, qui apprennent une langue, qui apprennent un métier. Ils reviennent ici, migrants de retour. On leur dit que vous êtes des analphabètes. Mais quelqu'un qui fait 10 ans en Italie ou en Espagne, il parle l'espagnol, il parle l'italien. Vous prenez des jeunes qui sont à la fac pendant 4 ans, c'est le b.a.-ba de l'italien ou de l'espagnol. Et vous donnez à celui-là le master, et l'autre vous lui dites, non, vous êtes un incompétent. Non. Et dans le droit des migrants, c'est le droit des migrants de retour à avoir accès à la certification des compétences acquises durant le cycle migratoire. C'est-à-dire qu'il faut aussi retenir que nos gouvernements vont faire plus d'efforts. D'efforts d'association, d'efforts de partage, d'efforts de dialogue, d'efforts d'ouverture, d'efforts d'associer les compétences. Moi j'ai fait une étude il y a une dizaine d'années pour une ONG européenne. Je me suis rendu compte qu'il y avait même 24% des personnels de santé qui sont partis du Sénégal et du Mali. Moi, on m'a proposé, dans un grand pays de l'OCDE, de rester et de gérer un laboratoire. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais travaillé sur un concept éducatif. Voilà la loi. Que un voisin, une voisine peut avoir une influence positive sur les acquis de l'expérience et la formation de quelqu'un. Non. Quelqu'un me dit, si vous réussissez ça, vous allez être l'homme le plus riche au monde. Il m'a demandé de rester. Pour pouvoir rester. Non, je le faisais, je suis resté, je le venais chaque fois. Et donc voilà un peu, donc donner aux jeunes la possibilité de travailler, pas seulement en Europe, de négocier des emplois au Bénin, de le négocier en Zambie, de le négocier aux Philippines, de le négocier partout, dans le respect de la protection sociale. Aujourd'hui, des pays sont dans une situation extrêmement mauvaise pour la protection des droits des migrants. C'est les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, où on traite les gens, pas parce que seulement c'est des Noirs, on les traite comme des esclaves parce que c'est des migrants sans protection, sans droit. Des pays comme l'Arabie Saoudite, des pays comme le Qatar, des pays comme tous ces pays sont... Et donc, mais quand on négocie des emplois dans ces pays, il faut l'accompagner d'un package de protection sociale. Merci beaucoup. Il y en a